Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui nous allons étudier le 5e chapitre en histoire de la classe de 5e concernant l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Donc pour commencer, on peut dire que à la disparition de l'empire carolingien, l'autorité du roi s'est considérablement affaiblie dans tout l'Occident. Autour de l'an 1000, ce sont avant tout les grands seigneurs, c'est-à-dire les comtes, les ducs, qui ont le pouvoir. Cependant, entre la fin du Xe et du XVe siècle, sous l'impulsion de la dynastie capétienne puis de la branche cadette des Valois, le pouvoir royal se réaffirme, transformant le royaume d'un état féodal en une monarchie moderne. La problématique de ce chapitre, ça va être de savoir comment le pouvoir royal et l'état français s'affirment-ils au tournant des Xe et du XVe siècle. Donc pour commencer, nous allons voir en première partie les Capétiens les plus puissants des seigneurs. Effectivement, en 987, Hugues Capet devient roi de France par une assemblée de grands seigneurs. Il donne naissance alors à la dynastie des Capétiens. Cependant, son pouvoir est quand même assez faible. Effectivement, il a peu de pouvoir puisque lui comme ses successeurs n'ont véritablement que leur autorité dans ce qu'on appelle le domaine royal, c'est-à-dire la partie du royaume qui appartient au roi de façon propre, c'est-à-dire le seul endroit où il va être capable de rendre justice et également de lever des taxes. Ce territoire que vous avez juste là s'étend simplement de Paris à Orléans. Si son pouvoir est faible, c'est parce que celui des grands seigneurs est fort et que ces derniers n'obéissent guère au roi. En effet, l'essentiel du royaume est constitué de fiefs, c'est-à-dire des terres concédées par le roi en échange de protection. Ces territoires sont aux mains des grands seigneurs, c'est-à-dire les ducs et les comtes dirigeant de vastes territoires. Certains sont très puissants, à l'image du duc d'Aquitaine. Pour défendre et agrandir leur principauté, les seigneurs s'attachent les services de chevaliers au travers ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage. C'est le contrat par lequel le vassal se lie au seigneur plus puissant. Durant cette célébration, le vassal place ses mains dans celles du seigneur en lui jurant fidélité et s'engageant de l'aider militairement et financièrement. En échange, le seigneur promet de le protéger et lui remet un fief, c'est-à-dire une terre. Ces seigneurs deviennent donc des suzerains et ceux qui reçoivent un fief sont leurs vassaux. Ces derniers peuvent à leur tour devenir suzerains de seigneurs moins puissants ou de simples chevaliers. Cette organisation des liens entre seigneurs s'appelle la féodalité. Elle a pour conséquence d'émietter le pouvoir. En effet, à l'abri dans leur château fort, les vassaux ont toute autorité sur leur seigneurie et s'en considèrent comme les propriétaires. De plus, les rivalités entre seigneurs entraînent de nombreuses guerres privées. Concernant le roi, ce dernier est faible concernant les premiers Capétiens. Cependant, il se distingue des autres seigneurs. En effet, il n'est le vassal de personne. De plus, le sacre lui donne un prestige immense. C'est la cérémonie par laquelle une alliance est conclue entre Dieu et le souverain, faisant de lui l'élu de Dieu. Elle se passe dans la cathédrale de Reims, c'est-à-dire là où a eu lieu le baptême de Clovis, donnant une symbolique significative. Le sacre consiste en la remise de l'onction au roi en différents points du corps par le Saint-Crème et en la remise des différentes insignes du pouvoir, c'est-à-dire la couronne, le sceptre, les éperons, la main de justice, le manteau de Dieu, en la présence des pères du royaume. Enfin, en faisant couronner son fils aîné de son vivant, Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens qui vont se succéder de père en fils pendant plusieurs siècles. On estime que de 987 à 1328, les Capétiens sont devenus l'une des dynasties les plus durables d'Europe. Ce prestige a servi de base à la construction progressive de l'État moderne en France. À partir du XIIe siècle, le pouvoir royal reprend de l'influence. En effet, ce dernier augmente son domaine, soit par l'achat de terres, soit par des mariages, soit par des guerres, et le roi commence à s'imposer à la tête de la hiérarchie féodale en tentant d'imposer l'hommage
aux grands seigneurs du royaume de gré ou de force. L'un des principaux responsables de ce regain est Philippe II Auguste, qui a régné de 1165 à 1223. Il est le premier à avoir fait porter sur ses actes la mention de roi de France et non plus de roi des Francs. En 1203, il confisque ses fiefs au roi d'Angleterre, car ce dernier n'accomplissait pas ses devoirs de vassal du roi de France. Cette décision a entraîné la bataille de Bouvines en 1214, durant laquelle il doit se battre contre les Anglais, mais aussi les Germaniques, le comte de Boulogne et de Flandre. En remportant la victoire, non seulement il va augmenter sensiblement le domaine royal, mais il va renforcer son autorité. L'un des moments forts de cette bataille, c'est justement la rançon pour la libération du comte Ferrand de Flandre, qui va marquer les grands seigneurs, puisque la sanction va être très lourde. Le roi va demander notamment de prendre en otage ses fils et la destruction de tous ses châteaux. Donc de quoi marquer l'autorité du roi. Enfin, pour affirmer son pouvoir dans son domaine qui devient de plus en plus vaste, Philippe Auguste améliore l'administration royale, c'est-à-dire l'ensemble des personnes chargées d'appliquer les décisions du roi. Tout d'abord, il fait de Paris sa capitale, où il installe notamment son palais royal, que l'on voit juste là, mais également le trésor royal. Dans les provinces, il fait nommer des baillis et des sénéchaux, afin de le représenter et de rendre justice en son nom dans le domaine royal. Philippe Auguste n'est pas le seul capétien qui a permis un renforcement de l'administration du pouvoir, ses successeurs notamment vont permettre cela. Tout d'abord, Louis IX ou Saint Louis, qui a régné de 1214 à 1270, qui est le petit-fils de Philippe Auguste, a créé des conseils spécialisés tels que le Parlement, le Conseil du roi ou également la Chambre des comptes qui vont l'aider à gouverner. De plus, en 1263, une ordonnance royale impose la monnaie royale, l'écu, dans tout le royaume. Elle diffuse l'image du roi et les symboles de la royauté comme la fleur de lys à la population. Elle a donc le double avantage à la fois d'unifier la population derrière son roi et également de faciliter la levée des impôts. Enfin, Louis IX impose sa loi mais également sa justice, notamment lors de la condamnation en 1259 d'Enguerrand de Coucy, seigneur qui avait abusé de son droit de justice. Il est intéressant de savoir que le roi Louis IX a été canonisé en 1297, c'est-à-dire qu'il a été fait saint, d'où le fait qu'il porte ce nom de Saint Louis. Maintenant, autre roi qui a participé à l'organisation du royaume, Philippe IV le Bel. Donc Philippe IV le Bel est un roi qui a affirmé sa position en s'entourant de spécialistes du droit, des légistes chargés de lutter contre toute forme d'influence contre le roi. Ainsi, ils vont notamment s'en prendre au pape Boniface VIII ou encore aux Templiers. De plus, ce roi a organisé les États généraux en 1302 chargés d'aider le roi financièrement pour organiser des batailles. Pour finir, nous allons évoquer l'affirmation de l'État au XIVe, XVe siècle, notamment au travers cet épisode que l'on appelle la guerre de 100 ans. Donc la guerre de 100 ans va débuter avant tout par un problème de succession. Donc comme on peut le voir sur le petit arbre généalogique, à partir de 1314, les trois fils de Philippe le Bel règnent tour à tour, mais n'ont pas d'héritier mâle. La fille de Philippe le Bel, qui s'appelle Isabelle, et l'épouse du roi d'Angleterre, leur fils Édouard III, pourrait devenir roi de France, mais les héritiers s'y opposent. Le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, devient donc le roi de France en 1328, et ce dernier débute la dynastie des Valois. Cependant, le roi d'Angleterre, vous en doutez bien, va contester cette décision, et c'est à la suite de cela que la guerre va être déclarée entre la France et l'Angleterre à partir de 1337. Dans un premier temps, la guerre va être quand même assez bien dominée par les Anglais, notamment avec des victoires
à Crécy, à Calais, à Poitiers, où notamment Jean le Bon va être capturé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la France va se redresser sous le règne de Charles V grâce à du Guesclin. Cependant, la folie de Charles VI va amener à la défaite d'Azincourt en 1415, qui va être assez terrible, puisque la France va être obligée de signer un traité de paix, et le nord de la France va être occupé par les Anglais. La guerre va connaître un tournant avec l'émergence d'un personnage féminin iconique, Jeanne d'Arc, une paysanne née en 1412 à Domrémy. Très pieuse, elle déclare avoir entendu des voix lui ordonnant de quitter son village pour chasser les Anglais de France. En 1429, elle part à la rencontre du roi à Chinon. Ce dernier lui confie une petite armée et elle va libérer la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. Elle accompagne également Charles VII à Reims pour le faire sacrer, et cela va avoir un impact très important puisque beaucoup de villes vont commencer à le reconnaître comme le véritable roi de France. Cependant, Jeanne d'Arc va être faite prisonnière à proximité de Paris, et elle va être livrée aux Anglais et va être condamnée à mort, brûlée au bûcher à Rouen en 1431. De son côté, Charles VII, lui, va avoir la bonne idée de professionnaliser son armée, et cela va lui permettre d'obtenir de nombreuses victoires et de prendre le dessus sur les Anglais, au point d'aboutir à la bataille finale de Castillon en 1453, qui va marquer la victoire définitive des Français. Et donc du coup, à ce moment-là, on a une véritable affirmation de l'État français, et le roi va se permettre nos différentes réformes pour pouvoir affirmer son pouvoir. Tout d'abord, il va mettre en place de nouveaux impôts pour financer son armée, tels que la taille ou la gabelle, c'est-à-dire un impôt sur le sel. Donc il est intéressant de voir que ces impôts ne sont pas payés par tout le monde, puisque les nobles et le clergé en sont exemptés. Également, pour affirmer son pouvoir dans tout le domaine, il va mettre en place des gouverneurs qui vont devoir le représenter et qui vont remplacer les baillis et sénéchaux d'antan. Et c'est là un symbole d'une rupture progressive avec l'héritage féodal. Enfin, il est intéressant de voir que Louis XI va continuer l'œuvre d'agrandissement du domaine royal, preuve de l'impact de plus en plus important du roi sur son royaume. En conclusion, on peut dire qu'au XVe siècle, le pouvoir royal n'est plus contesté, ce dernier ayant réussi à mettre en place les bases d'un État moderne, effaçant peu à peu l'ordre féodal des siècles précédents. À cela, il faut rajouter la victoire de la guerre de 100 ans, qui a fait naître chez les Français le sentiment d'appartenance à la nation française, preuve d'un véritable changement de mentalité. Donc la vidéo est finie, et je vous remercie d'avoir écouté cette dernière. Merci à tous.